Je vais maintenant demander à Christian Olivier de nous rejoindre. Euh, je dirais que la précédente intervenante était de la Sarre, là, vous venez de la Réunion, hein, ça peut faire rêver, surtout aujourd'hui quand on voit le temps qu'il fait à Paris. Mais au-delà de ça, on vous a demandé de plancher sur la question d'enseigner les langues de façon efficace, hein. Alors évidemment, sur le programme, il y avait des guillemets autour de la notion d'efficacité. Hier, on en a beaucoup parlé dans la première journée. Attention à l'utilitarisme, à ce que le comment ne prenne pas le pas sur le reste. Et Dominique Macaire vient de le montrer encore actuellement. Parfois, la réflexion sur l'efficacité peut partir d'un présupposé qu'on sait où on veut arriver et on voit bien que ce n'est pas assez évident que ça. Mais évidemment, je suis sûr que vous allez y revenir dans votre intervention. Merci, bonjour à tout le monde. Oui, être à Paris en ce moment, ça ne me fait pas rêver du tout, hein. Je veux bien que l'inverse, oui. Oui, quand Dominique Macaire m'a dit le sujet pour ton intervention, c'est peut-on enseigner les langues de façon efficace, je lui ai dit il n'est pas question que je réponde à cette question. Et donc on a discuté, et elle est même venue à la réunion pour me convaincre, et finalement je suis là aujourd'hui. Fallait pas le dire. Donc ben voilà, je suis là devant vous et je vais quand même essayer, non pas de répondre à la question, mais d'apporter quelques réflexions autour de cette notion d'efficacité, qui est souvent celle qui est retenue la première. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est en 2015, l'OCDE a sorti un rapport sur le numérique dans le domaine de l'éducation. Et ce rapport est à peine sorti que la presse s'en est emparée. Et qu'est-ce que la presse en a ressorti ? La presse en a ressorti cette notion d'efficacité ou de non-efficacité. En fait, on retrouve dans le Figaro, le numérique à l'école n'est pas une garantie de performance. La nouvelle de l'AFP, numérique à l'école, pas un outil miracle pour améliorer les résultats de l'école. Et je vous passe le Huffington Post et 20 minutes, le numérique à l'école aide-t-il les élèves à progresser, avec une réponse dans l'article qui était évidemment que non. C'est-à-dire que c'est ça qu'on a retiré de ce rapport. On a retiré cette question de l'efficacité, qui est une question qui en effet intéresse la société, de cette efficacité, sans peut-être aller se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'efficacité. Et je pense qu'il y a quelque chose à retenir d'essentiel quand on parle d'efficacité, c'est de se dire que l'efficacité en soi, ça n'existe pas. Il ne peut y avoir qu'une efficacité relative. On va changer de micro parce qu'il y a peut-être un problème. C'est mieux. Celui-là, c'est beaucoup mieux. Celui-là ne grise. Si, c'est bon. Voilà. Donc, c'est se demander en relation à quoi est-ce qu'on veut parler d'efficacité. On parle parfois d'efficacité interne et d'efficacité externe, mais là aussi, ce n'est pas forcément évident. On peut se dire en gros que si on veut donner une définition de l'efficacité, mais une définition très simple de l'efficacité, ce serait de se demander dans quel degré est-ce qu'on atteint des objectifs qu'on s'est fixés ou qui ont été fixés. Justement, c'est ça cette idée qu'on s'est fixé, une sorte d'efficacité interne et une efficacité externe que l'on s'est vu fixer par quelqu'un. Mais si on se demande même qu'on s'est fixé, c'est à quel niveau ? Est-ce que c'est l'enseignant qui s'est fixé ses objectifs et donc qui les atteint à un certain degré? Est-ce que c'est l'apprenant? Est-ce que c'est l'établissement? Est-ce que c'est le pays? Ah oui, d'accord. Parfait. Est-ce que c'est l'établissement, le pays, voire même une union de pays au niveau de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe? Et l'efficacité externe, c'est souvent un ressenti d'externe. C'est pour l'enseignant, le programme est fixé de l'extérieur. On peut ressentir aussi ce qui vient de Bruxelles comme étant extérieur. Donc vous voyez que ce n'est pas aussi facile que cela. Mais c'est une notion qu'on retrouve dans la plupart des rapports qui sortent. Justement, là j'ai cité le rapport sur les langues de 2018, où on parle justement de ces deux efficacités ici, en quelque sorte, en disant, on parle du plan de rénovation des langues vivantes, et on dit que les progrès ne sont pas suffisants, donc au niveau national, et on parle du niveau international, où là aussi, les résultats ne seraient pas suffisants, et la France serait au dernier rang des pays européens. Reste à savoir, justement, qu'est-ce qu'on a mesuré
Est-ce qu'on a mesuré ce que l'on voulait atteindre en France avec les critères internes ou avec des critères extérieurs? À ne pas confondre en tout cas avec l'efficience qui serait la, je le dis rapidement, qui serait la relation qu'il y a entre les moyens qu'on déploie et justement les résultats obtenus. Alors moi, ce dont je vais plutôt parler, c'est quelques pistes, mais quelques pistes que j'ai choisies simplement qui pourraient être des conditions d'efficacité, entre guillemets, c'est-à-dire, disons, de bons résultats, en quelque sorte, pour le système ou pour un enseignant. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, le mot est revenu, mais je le réutilise. Cette notion de cohérence me semble essentielle. Si on veut réussir à faire apprendre les langues, ou à ce que les apprenants apprennent les langues, il me semble qu'il y a des cohérences importantes qu'il faut essayer de mettre en place. La première, c'est, je dirais, enfin la première, pas la première dans l'ordre alphabétique ou dans un ordre d'importance, mais que j'ai mis ici, c'est est-ce que les objectifs des enseignants sont les mêmes objectifs que les objectifs officiels? Vous pouvez avoir des discours officiels, des programmes, mais des enseignants qui ont d'autres objectifs. Et bien dans ces cas-là, on voit bien que l'efficacité pour les gens qui vont mesurer d'après le programme ne sera pas là, alors que pour l'enseignant, peut-être qu'il y a une atteinte de ses propres objectifs. Est-ce que les objectifs de l'enseignant sont les objectifs de l'apprenant? C'est des questions à se poser. Est-ce que l'apprenant veut apprendre ce que l'enseignant voudrait qu'il apprenne? Ou est-ce qu'il apprend autre chose? Est-ce qu'il a autre chose en tête? Ensuite, au niveau plus interne, plus technique, est-ce qu'entre les objectifs fixés et les activités des enseignants et des apprenants, il y a une cohérence? On peut très bien avoir de très beaux objectifs, un enseignant qui pense faire tout ce qu'il faut pour les atteindre, mais qui en fait fait autre chose et qui ne va pas vers ses objectifs. Pareil pour les apprenants qui pensent qu'ils font quelque chose pour apprendre quelque chose, mais en fait font quelque chose pour apprendre autre chose. Donc ça aussi, c'est des questions à se poser. Si on rentre maintenant dans les mises en pratique, l'objectif devrait être en lien avec une approche. On a parlé d'éclectisme déjà, ce serait quand même bien d'avoir une approche, une façon de faire, une façon de penser l'enseignement qui soit en lien justement avec les objectifs qu'on s'est fixés. Et j'ai rajouté et évaluation, je l'ai mis en rouge pour me rappeler que d'abord on n'est peut-être pas obligé de tout évaluer, mais que si on voulait évaluer, il fallait qu'il y ait une cohérence entre les objectifs, les approches et les évaluations. Les spécialistes de l'évaluation, mais j'en parlerai pas longtemps, parlent beaucoup de l'effet de backwash, ou quelques-uns disent washback. En gros, je caricature, c'est l'évaluation a un impact sur la façon dont on enseigne. Beaucoup d'enseignants et beaucoup d'apprenants préparent à l'évaluation. Donc si on propose une évaluation qui n'est pas en cohérence ni avec les objectifs, ni avec les approches proposées, vous voyez ce que ça peut donner. Et évidemment, une cohérence avec le contexte. Est-ce que ce qu'on propose, depuis l'objectif jusqu'aux approches, aux façons de faire, etc., est-ce que c'est en lien avec les besoins de la société, de l'apprenant, avec les attentes aussi de la société, de l'apprenant, et avec les conditions d'existence, les conditions de vie des personnes qui sont en présence, les enseignants, les apprenants. Dominique Bakker vient en parler. Alors j'ai essayé de faire un tableau pour montrer quelques cohérences possibles. Le plus important dans le tableau, c'est la dernière ligne. C'est les 3 petits points. C'est-à-dire que j'ai pris simplement quelques exemples. Si j'avais pris l'exemple en fait, qu'apportait hier Véronique Castellotti en disant la dimension humaniste est importante, eh bien dans ces cas-là, on rentre dans un paradigme humaniste. Il va falloir se demander aussi comment est-ce qu'on veut mettre cela en œuvre. Et si on veut l'évaluer, c'était l'évaluation qui était en rouge chez moi avant, se rappeler si, eh bien comment est-ce qu'on va la mettre en œuvre? Pareil, j'ai mis l'autonomie. Tout à l'heure, Aude Sikansky en parlera. Eh bien, si on se dit qu'un des objectifs de l'enseignement des langues, c'est de développer l'autonomie ou d'aider les apprenants à développer une autonomie, il faut que l'approche soit autonomisante, mais aussi que
l'évaluation soit autonomisante. Si on dit que dans l'autonomie, on va utiliser du numérique et qu'on va apprendre aux élèves à utiliser du numérique, il faut qu'au moment de l'évaluation, on leur laisse utiliser le numérique. Sinon, pourquoi leur avoir appris à le faire? Donc c'est ça, cette cohérence qui serait intéressante. Alors comme il fallait parler d'efficacité, je me suis quand même dit, bon, on va aller voir dans une approche, puisque c'était aussi une des thématiques du rapport que je devais faire. Est-ce que les approches peuvent être efficaces? On va voir. Et quel est le problème qu'il peut y avoir derrière, ou un des problèmes, ou quelques-uns des problèmes. J'ai pris comme exemple simplement l'approche dite du task-based learning, task-based language teaching, donc l'apprentissage par les tâches, qui est maintenant devenu quelque chose qui s'est répandu mondialement, en partant essentiellement du monde anglophone. En gros, je vais prendre deux grands principes de cette approche. C'est qu'on va proposer aux apprenants des tâches, des choses à faire, qu'ils sont capables de réaliser avec leurs propres ressources, mais qui vont nécessiter des besoins linguistiques, langagiers, qui vont permettre à un apprentissage d'émerger de la tâche. Beaucoup d'études ont été faites. Là, j'ai pris un exemple canadien. J'aurais peut-être pas dû, après ce qu'a dit Dominique, maintenant je regrette un petit peu. J'aurais pu prendre un exemple néo-zélandais, puisque Ellis, donc un des grands spécialistes néo-zélandais, que beaucoup d'études ont été faites en Nouvelle-Zélande, mais j'aurais de nouveau eu ce scrupule, qui disent en gros, ben voilà, ça marche, c'est efficace. C'est efficace si on maintient ces deux principes, on va proposer quelque chose à faire, on va laisser les élèves le faire, et ça va faire émerger des besoins, et à partir de ces besoins, ils vont découvrir, et on va pouvoir les aider à découvrir des éléments de langue. Ben dans la pratique, malheureusement, peut-être heureusement, je ne sais pas, mais ça se passe différemment. Que remarquent les études qui ont été faites, que ce soit au Canada, en Nouvelle-Zélande notamment, c'est que les enseignants, quand on leur propose une telle approche, sont inquiets. Parce qu'ils sont inquiets, parce qu'en fait, bah oui, ils se disent, oui, mais alors, la grammaire est lexique, en gros. Hein, on me dit qu'il ne faut pas en faire avant, qu'on va laisser les élèves faire et qu'on va voir ce qui émerge, en quelque sorte, petit à petit. On voit qu'ils adaptent énormément, et que justement, ils font des choses que la recherche a dit, ce n'est pas le plus efficace. C'est-à-dire qu'ils font généralement, ce qu'on remarque, c'est qu'ils font de la grammaire avant. Ils font faire de la grammaire avant, en se disant, voilà, on va faire le point de grammaire, et ensuite vous allez faire la tâche. Donc en fait, ils renversent ce qui avait été prévu. Et on se retrouve dans un éclectisme méthodologique dont on a déjà parlé plusieurs fois, où tout à coup on est sorti de la cohérence. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas donner de résultats, hein, je ne dis pas ça, mais on a cassé la cohérence, et même cette cohérence cassée, c'est dû à des croyances des enseignants. On a des enseignants, évidemment, on a tous des croyances, on a tous des habitudes, et on a du mal à aller ailleurs. Alors je vais revenir sur le rapport de l'OCDE. Entre ce que retient la société et puis ce que dit ce rapport. Ce rapport, évidemment, dit que le numérique n'est pas très efficace. Mais il n'y a pas besoin d'un rapport pour le dire. Le numérique, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Mettez un ordinateur là, vous n'y touchez pas, il ne fait rien. C'est l'homme qui se fait quelque chose. Le numérique en soi n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Alors si on lit un petit peu plus loin, on voit, ben voilà, l'impact de la technologie reste sous-optimal en raison de. Et c'est peut-être là qu'il faut aller s'interroger sur les raisons de. Pourquoi est-ce que ça marche ou pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et c'est ça ce qui me semble beaucoup plus important, sans être dans une vision purement utilitariste, évidemment. Ben ici, par exemple, la possible surestimation des compétences des enseignants et des apprenants. Peut-être que ce qu'on demande aux enseignants, c'est trop. Peut-être que ce qu'on demande aux apprenants, c'est trop. Et c'est pour ça que ça ne va pas donner les résultats qu'on attend. Peut-être aussi une mauvaise compréhension de la pédagogie qui avait été pensée derrière. Avec pour conclusion de se dire, ben voilà, si on veut faire évoluer les choses, parce que c'est ça aussi, je pense, l'intérêt de la conférence de consensus, c'est de faire évoluer peut-être un petit peu les choses. Si on veut faire évoluer les choses, c'est se dire, ben,
comment est-ce qu'on va aider les enseignants, parce que c'est quand même un des leviers essentiels, c'est eux qui sont là au contact des apprenants, comment est-ce qu'on va développer leurs capacités ou les aider à renforcer et à développer leurs capacités. Et sans vouloir trop empiéter sur ce que diront cet après-midi nos deux collègues sur la formation, je voulais quand même avoir une vision sur cette idée de la formation, parce que ça me semble essentiel si on veut aller vers un enseignement efficace avec 10 guillemets à gauche et à droite. Si on veut faire évoluer les choses, surtout, si on veut proposer de nouvelles approches, qu'elles soient communicative, même si elle n'est pas nouvelle, qu'elle soit actionnelle, qu'elle soit humaniste, qu'elle soit en direction de l'autonomie, qu'elle soit en direction du plurilinguisme, peu importe le paradigme dans lequel on se trouve, l'important c'est évidemment de préciser à l'avance le paradigme, de préciser où est-ce qu'on veut aller, dans quelle direction, dans quel paradigme on veut se situer. Mais si on veut faire des modifications, il va falloir travailler sur les modifications des conceptions et des attitudes, autant que des pratiques. Si on n'aide pas les personnes à changer leur façon de concevoir l'enseignement et l'apprentissage, de concevoir ce qu'est une langue, ce que sont les langues ou ne sont pas les langues, ce qu'est le plurilinguisme, on n'y arrivera pas. Et pour ça, il me semble qu'il faut prendre en compte, si on ne veut pas aller vers un éclectisme complet, mais qu'on veut avoir une certaine cohérence, il me semble qu'il ne faut pas qu'on renonce dans la formation à tout ce qui a déjà été fait dans la recherche. La recherche, elle est là pas pour apporter forcément des solutions, mais pour apporter des éclairages. Et il me semble que c'est important, si on veut faire une formation et qu'on veut faire évoluer les choses vers un mieux, à vous de définir ce que vous pourrez entendre par ce mieux, il va falloir tenir compte dans la formation de ce que dit la recherche, des contextes, parce qu'on n'enseigne probablement pas de la même façon dans différents arrondissements de Paris ou à La Réunion ou en Bretagne ou dans un autre pays. Et travailler sur les conceptions et les imaginaires des enseignants. Je pense que la première chose, c'est d'accompagner les enseignants en partant de là où ils sont. Qu'on sache, qu'on les aide à réfléchir à comment est-ce que je conçois les choses. Et pareil pour les apprenants. On ne va pas... Il reste... Ouais, c'est bon. Donc pareil pour les apprenants, partir de là où ils sont. Quelles sont leurs conceptions de l'enseignement, leurs conceptions de l'apprentissage, et pour aller pas à pas vers un changement. Pas à pas vers un autre que l'on espère être meilleur. Et il me semble que quelque chose qui est important, c'est ce qu'a montré la recherche, c'est la réflexivité. C'est-à-dire de partir, de ne pas imposer quelque chose, de ne pas dire on va faire ça, mais d'aider les enseignants à prendre conscience de ce qu'il peut y avoir de mieux à aller dans cette direction-là. Et il me semble que dans l'enseignement des langues, si en tant qu'enseignant, on n'a jamais vécu que des méthodes relativement traditionnelles, on n'a jamais vécu soi-même dans l'apprentissage que des méthodes d'un certain type, eh bien on va avoir du mal à mettre en œuvre quelque chose d'autre. On sait par la recherche qu'on applique généralement, on transfère généralement ce qu'on a vécu soi-même. Donc là aussi, c'est peut-être au niveau même des universités, quand on propose des cours de langue à l'université, de proposer des cours de langue qui répondent à un paradigme auquel on croit et qui permettent justement aux enseignants de vivre une autre façon eux-mêmes d'apprendre les langues. Donc pour finir, si on veut aller vers plus d'efficacité, je n'aime toujours pas le mot, il me semble que l'important c'est d'avoir des enseignants, mais j'aurais pu aussi mettre à côté des apprenants, parce qu'eux aussi, ils doivent être impliqués dans le processus, qui comprennent les objectifs, qui comprennent, c'est-à-dire qui comprennent le paradigme, je dirais, dans lequel on se situe. Si je situe dans un paradigme plurilingue, dans un paradigme humaniste, dans un paradigme actionnel, etc. Donc comprennent ce paradigme, qui comprennent les objectifs d'apprentissage qu'il y a avec, qui comprennent les approches, les façons de faire qui vont permettre d'atteindre les objectifs qu'on a pu se fixer, et les modalités d'évaluation.
et qui eux-mêmes contribuent à cette mise en cohérence des trois, qui sont capables aussi de prendre en compte le contexte, c'est-à-dire qu'ils vont être capables d'adapter à leur public la façon de faire, la façon d'enseigner et d'aider les élèves à apprendre. L'idée étant évidemment d'avoir une vision éclairée en termes de ce que je suis en train de faire, une vision réflexive, critique de ce que je suis en train de faire, de pourquoi je suis en train de le faire et dans quel paradigme je me situe. Parce que si je prends Germain pour finir, qui dit non seulement la manière d'enseigner fait une différence, mais cette différence peut être majeure. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Je vais passer le micro au jury. Juste une remarque. Depuis hier, je me dis que, évidemment, par convention, on traite de l'enseignement scolaire, mais que souvent, il y a quand même des allusions fortes à l'enseignement supérieur, que notamment dans le domaine de l'apprentissage des langues vivantes, on aurait le temps de tout traiter, on aurait pu réellement élargir les thématiques à la question de l'enseignement des langues dans le supérieur. Vous êtes prêts ? Oui. Allô ? Oui, bonjour. Merci pour votre intervention. Donc dans vos notes, vous avez indiqué qu'en proposant des activités qui sont proches de celles qu'on peut être mené à réaliser dans la vie, l'approche communicative et actionnelle rapproche les formes scolaires de l'enseignement des modalités d'acquisition et d'utilisation naturelle des langues. Donc ce rapprochement, première question, ce rapprochement est-il une nécessité absolue ? Et deuxièmement, dans quelle mesure est-il possible d'appliquer les mécanismes d'acquisition de la langue 1 à l'enseignement-apprentissage d'une langue vivante en classe ? Alors j'espère ne pas avoir dit ça. J'espère ne pas avoir dit ce que était la question. Je vais peut-être redistinguer deux éléments. En effet, je pense que c'est à ça que vous faites allusion, je parle dans le rapport qu'on va entraîner les apprenants à faire quelque chose qui est proche de ce qu'ils vont peut-être être amenés à faire un jour dans la vie de tous les jours. Et je propose notamment de leur proposer de faire de temps en temps, pas toujours, et je ne dis pas qu'il faut faire que ça, ni de faire que ce qu'ils seraient amenés à faire dans la vie de tous les jours, mais c'est un des éléments qui me semble important. Je propose en effet, par exemple, de leur permettre d'être déjà des acteurs qui communiquent en travaillant par exemple sur des sites participatifs sur le web et de se dire, là, je ne vais pas simplement me préparer à utiliser la langue, mais je vais l'utiliser maintenant pour partager des connaissances avec quelqu'un d'autre, avec d'autres internautes, en participant par exemple à un guide de voyage participatif. Je vais partager des informations que j'ai sur ma ville, et je vais la partager dans une langue étrangère avec des internautes qui sont potentiellement intéressants. Et ça va me permettre de faire l'expérience pleine de la communication en me disant comment est-ce qu'il faut que je communique avec ces personnes, comment le faire. Sur le niveau maintenant de l'acquisition, de l'apprentissage des langues, par contre, les modalités d'apprentissage ne vont pas être les modalités d'apprentissage de la L1. Puisque en fait, surtout si vous êtes au niveau collège ou lycée, vous avez des apprenants qui ont un niveau, qui ont déjà une ou plusieurs langues derrière eux, donc qui ont déjà des mécanismes d'acquisition et des mécanismes d'apprentissage qui sont là. Donc je dirais, oui, il me semble que si on leur propose, pas uniquement, mais de temps en temps des activités où ils vont pouvoir communiquer directement, d'accord, mais on va les accompagner par des activités d'apprentissage, par des activités d'enseignement-apprentissage qui vont être des activités d'enseignement-apprentissage spécifiques d'une langue étrangère, et d'une langue étrangère qui arrive après plusieurs autres langues ou en même temps que d'autres langues. Et donc là aussi de faire des ponts. Comment est-ce que j'ai appris ma langue maternelle? Comment est-ce que j'ai appris une autre langue? Et comment est-ce que l'apprentissage des autres langues vont me permettre d'apprendre la nouvelle? Avant de vous donner la parole pour une seconde question, je rappelle que si dans la salle vous voulez poser des questions, vous pouvez écrire directement sur le Padlet, sur Internet, ou alors vous écrivez sur un petit bout de papier
et vous le donnez à une des élèves qui sont assises sur les chaises et qui sont à votre disposition au cas où. Hein, il suffit d'agiter la main. Ok. Brigitte ? Donc, dans les approches que vous avez décrites, vous avez parlé de l'approche qui favoriserait le développement de l'autonomie des élèves. Et donc, on sait qu'on a une autre collègue qui va intervenir sur cette question. Malgré tout, dans votre note, vous avez un développement sur cet aspect et on aimerait savoir si vous pourriez décrire quelques principes ou modalités ou quelques pistes, dégager quelques pistes qu'il serait utile d'inclure dans un enseignement qui vise justement le développement de l'autonomie, mais en fonction des élèves, de l'âge des élèves. Ou alors, comme vous le dites, il y aura une autre intervention et puis ça demandera en effet un développement énorme. Je vais quand même essayer d'y répondre. Tout va dépendre évidemment du développement cognitif de l'élève, puisque c'est quelque chose qui va, le développement de l'autonomie est beaucoup basé sur les capacités cognitives de l'apprenant. Il me semble qu'une des premières choses à faire et qu'on peut faire relativement rapidement, quand on pense à des méthodologies ou des pédagogies type Montessori, etc., qui travaillent dessus avec des petits-enfants, donc c'est possible de travailler sur les objectifs, sur qu'est-ce que je vais apprendre, qu'est-ce que je veux apprendre, et de travailler petit à petit à comment est-ce que je vais faire pour l'apprendre. Comment est-ce que je vais faire pour l'apprendre ? Quelles sont les ressources que je vais pouvoir utiliser ? Et là aussi, je dirais je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, mais de choisir les ressources en fonction de l'âge de l'apprenant. Si on prend des ressources traditionnelles, même un dictionnaire, à partir de quel âge peut-on commencer à utiliser un dictionnaire et comment apprendre à utiliser un dictionnaire ? Si on passe dans le numérique, aussi, quelles ressources numériques est-ce qu'on peut utiliser à quel âge ? Et il me semble que c'est important, parce que vous voulez une piste plus concrète, il me semble que dans les usages, dans le numérique, il y a beaucoup d'outils qui sont utiles, mais qu'il faut savoir utiliser. Hier, on parlait des traducteurs automatiques. Alors, vous savez tous, pour les enseignants qui sont là, ont tous un jour reçu un devoir fait par traducteur automatique. Mais, je vais vous l'avouer, quand j'écris en anglais, il m'arrive d'écrire au traducteur automatique. Mais je choisis mon traducteur automatique et il me semble que j'ai acquis des compétences pour savoir me servir d'un traducteur automatique. Il y a des traducteurs automatiques, alors je ne parle pas de Google, je parle de DeepL par exemple, qui est un nouveau traducteur automatique qui est extrêmement performant et qui propose, il faut d'abord savoir comment lui parler, c'est-à-dire quels éléments syntaxiques vont lui poser problème, quels éléments culturels dans ma langue vont lui poser problème pour une traduction. Donc, c'est apprendre à se servir de ces outils, et apprendre à se servir de ces outils, c'est aussi apprendre des éléments importants pour l'apprentissage des langues. Savoir parler à un traducteur automatique, c'est aussi apprendre à parler à quelqu'un. Je caricature. Mais il me semble que c'est important, c'est ce que disait hier, je crois, Pierre Martinez. On va se concentrer sur d'autres compétences dans ces cas-là. Et plutôt que d'interdire aux élèves qui le feront de toute façon, apprenons-leur à bien s'en servir pour que dans la vie de tous les jours après, ils puissent s'en servir de façon efficace, si vous me permettez le terme. Avant de conclure, je fais juste mention d'une réflexion plus que d'une question. C'est formulé sous la forme d'une question, mais c'est une réflexion de quelqu'un qui dit n'est-il pas préférable d'introduire les soubassements théoriques, philosophiques, les paradigmes sous-jacents aux approches qui, elles, sont forcément complémentaires, approches d'action communicative, etc., dans la conception pédagogique relative à la pratique enseignante. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot dessus. Simplement voilà. Dire que oui, évidemment, le plus important, c'est de savoir dans quel paradigme je me situe. C'est la première question à se poser, c'est dans quel paradigme voulons-nous situer l'enseignement et l'apprentissage des langues ? Alors quand on réfléchit au niveau d'un pays, il faut prendre une décision au niveau d'un pays. Si on avait le droit de prendre la décision au niveau de l'établissement, il faudrait se poser la question au niveau de l'établissement. Et l'enseignant doit aussi se poser la question. Eh bien, je vous remercie. Nous allons avoir... Ah, il y a encore une question du jury. Rapide, parce que là, il faut qu'on passe très rapide, et en fait, qui concerne quelque chose que
que le jury a lu dans les notes que vous avez données, vous avez mentionné que l'approche holistique est un des atouts des approches plurielles dans l'apprentissage des langues. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de cette approche holistique? Alors, approche holistique, en se disant que surtout ce qui est important dans l'approche des langues, je vais essayer d'être très rapide, c'est de ne pas cloisonner les langues, mais de considérer que nous sommes des locuteurs qui disposons d'un capital, d'un répertoire ou de répertoires au pluriel langagier important. Et que pour communiquer, nous nous servons, je dirais, tantôt d'une langue, tantôt d'une autre, parfois même en mélangeant les langues pour les gens qui sont fortement plurilingues et dans une situation multilingue forte. Vous savez tous que nous mélangeons les langues. Alors, si je donne un exemple sorti de l'intercompréhension, puisque c'est le domaine sur lequel moi je travaille spécifiquement. L'intercompréhension, en gros, c'est le fait de pouvoir comprendre une langue sur la base d'autres langues que l'on a comprises, que l'on a déjà apprises. Donc ça marche, je dirais, particulièrement bien dans les mêmes groupes de langues, les langues romanes, les langues slaves, les langues germaniques. Donc si je vous donne quelques petites bribes d'exemples, ce qui est possible, c'est par exemple, je me dis, dans un cours, quand on va faire un cours d'espagnol, ou même quand on va faire un cours de français langue maternelle, pourquoi ne pas permettre d'apporter de temps en temps des textes dans d'autres langues romanes pour se rendre compte que quand j'apprends le français, quand j'apprends l'espagnol, ça va m'aider à comprendre le portugais, ça va m'aider à comprendre l'italien. C'est-à-dire décloisonner, sortir de « je fais que du français, je ne fais que de l'espagnol, je ne fais que de l'italien ». On parlait hier, Madame l'inspectrice générale parlait de la possibilité de moments interlangues. Organiser même un débat, évidemment il va falloir préparer les élèves à cela, mais organiser un débat où vous aurez des élèves qui interviendront en espagnol et des élèves qui interviendront en italien et d'autres en français. C'est aussi préparer à des situations de communication plurielle et plurilingue. Ça nous paraît à nous encore en France étrange, et je crois que c'est Pierre Martinez qui évoquait cette conférence, qui exposait cette conférence où il assistait, et où tout le monde parlait en anglais, alors qu'en tant que romanophone, on aurait pu se comprendre. Si on prend l'exemple des pays scandinaves, donc qui ont une forte intercompréhensibilité possible, il y avait, je ne sais pas s'il existe encore, un conseil des langues, justement, et donc une des recommandations était que lorsqu'il y a des conférences internationales au niveau des pays slaves, que chacun s'exprime dans sa langue et que l'on se comprenne de cette façon-là. Donc c'est aussi des choses, mais là aussi c'est se situer dans un autre paradigme. En quelque sorte. Eh bien merci, c'est l'heure de la pause.